c'est le risque hémorragique. Le risque hémorragique existe aussi chez l'hémophile. Donc la conduite à tenir, c'est à peu près la même la conduite devant une hémorragie chez le cardiaque. Cette population de cardiaques qui ont un risque hémorragique, c'est ceux qui prennent des anticoagulants, donc de l'antivitamine K, l'héparine, et des antiagrégants plaquettaires. Ces derniers temps, on donne beaucoup aussi d'antiagrégants plaquettaires. Donc les antithrombosants, anticoagulants, antiagrégants plaquettaires, c'est cette population de cardiaques. C'est les sujets qui ont une cardiopathie ischémique. Ischémique, ça veut dire infarctus angine poitrine. Donc c'est des sujets qui ont fait des accidents thromboemboliques, thrombophlébite et une thrombose artérielle. Donc les maladies thromboemboliques, une CFA, un trouble du rythme du cœur qu'on appelle fibrillation auriculaire. Donc on les met sous anticoagulants et les porteurs de prothèses valvulaires. Donc c'est ces trois populations de malades qui prennent ces médicaments. Ces médicaments, donc, quand on les prend, on doit surveiller, on doit vérifier certains paramètres avant de faire les soins dentaires ou bien la chirurgie dentaire. Donc, mais seulement, il n'est pas possible, il faut éviter, donc on n'arrête pas, on n'a pas le droit d'arrêter. Oui, il ne faut pas arrêter les anticoagulants, antiagrégants plaquettaires sans l'avis du cardiologue. C'est dangereux d'arrêter, même l'aspirine, donc le 100 mg, il protège beaucoup. Donc il ne faut pas arrêter sans l'avis du cardiologue, mais seulement il y a des précautions, vous pouvez demander un avis avant. Donc on vous donne le protocole. Si vous voulez, je vous donne un petit rappel sur les anticoagulants. Les anticoagulants, il y a l'héparine, il y a les antivitamines K. L'héparine, c'est celle qu'on utilise en milieu hospitalier. Donc, en milieu hospitalier, les malades hospitalisés, des fois, ils vous demandent, dans le cas de l'urgence, de faire un soin dentaire en urgence, malade qui est sous héparine. Le risque ici aussi, il y a un risque hémorragique, mais il est réversible, c'est juste de donner de la protamine. Donc, il y a un antidote qu'on peut injecter, donner, et arrêter l'hémorragie. Donc, c'est plus ou moins facile. C'est pour ça d'ailleurs que les malades qui sont sous antivitamine K, on est obligé de faire le relais à l'héparine pour faire les soins. On fait le relais parce qu'à l'héparine, on peut gérer l'hémorragie avec la protamine. La surveillance de l'action de l'héparine, c'est le dosage de l'héparine, mais elle ne se fait pas chez nous. Par contre, on fait le temps de céphaline kaolin activé, donc qui est à 2-3 fois le témoin de risque hémorragique et les faibles. Les antivitamines K, c'est des anticoagulants, donc par voie orale. Cela, c'est des médicaments qu'on utilise par voie orale. C'est le Centrum, c'est le médicament qu'on utilise chez nous, c'est le Centrum, l'acénotomarol. Préviscan, c'est un anticoagulant, c'est l'analogue du Centrum. Donc, ce sont des substances qui antagonisent la vitamine K, donc ils bloquent la carboxylation des facteurs K dépendants. On les donne par voie orale, des comprimés sécables, on adapte les doses. L'effet anticoagulant, il est prolongé. L'effet du Centrum, de la VK, est de 48 à 62 heures. Donc, le contrôle, il se fait par le TCA, seulement on le fait avec le taux de prothrombine, mais actuellement, on fait c'est un international normaliste de ratio, c'est un ratio, le TP du malade sur le TP témoin du labo pour éviter la variabilité interlabo. Donc maintenant, on surveille les malades donc AVK par l'ENR. L'ENR, je vais vous donner ensuite certains détails. Seulement, donc il y a certains de nos amis qu'en fait, des fois, ils ont dans leur cabinet de la vitamine K, mais ça donne pas, ça protège pas, ça agit 24 heures après. Ça donne pas. C'est pour ça que les malades sous symptômes, ça sert à rien donc de diminuer la dose et d'injecter la vitamine K, soi-disant pour antidote ça donne pas, parce que ça n'agit qu'au bout de 24 heures. Il y a un relais, il y a un protocole à faire, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, aussi, en cardiologie, on donne beaucoup les antiagrégants plaquettaires maintenant. Ils ont prouvé leur efficacité, parce qu'ils diminuent la morbimortalité, également la récidive d'infarctus, des accidents emboliques. Donc, celui qu'on utilise, c'est l'aspirine. Généralement, 100 mg. On donne 75 à 150 mg en fonction des cas. Le plus souvent, 100 mg d'aspigique, cardégique 75, aspirine cardio 100, c'est ces drogues qu'on donne. Donc, ils agissent sur la thromboxane 2. Aussi, on utilise ce médicament, c'est un antiagrégant plaquettaire, le Plavix, le clopidogrel Plavix.
Il est commercialisé sur NO2. Donc il y a des génériques, Clopix, Plagrel, etc. Donc c'est le clopidogrel 75. C'est un antiagrégant plaquettaire plus puissant que l'aspirine. Celui-là, on le donne dans les affections thrombotiques sévères. Dans le post-infarctus, quand on dilate un malade, on fait un stent après l'infarctus. Donc les situations sérieuses, on donne beaucoup plus Plavix. Plavix, des fois les deux en même temps, des fois les deux, hein, pour une forte prévention. C'est des sujets à très haut risque, on les donne les deux. Mais pour les sujets à risque modéré et faible, on donne uniquement l'aspirine 100 mg. Donc ces médicaments aussi, il y a un risque hémorragique, donc, mais moindre par rapport aux anticoagulants. De temps en temps, vous trouvez ce médicament, c'est ancien, Ticlopidine. Ticlide, les commercialisés aussi, j'ai quelques malades qui sont sous Ticlide quand ils sont allergiques à l'aspirine. On donne de temps en temps la persentine. C'est un antiagrégant plaquettaire qu'on a donné dans le passé. De temps en temps, on le donne aussi, ce médicament. Donc vous pouvez le trouver chez certains malades. Persentine 75. Il y a maintenant ces derniers, Prasugrel à la place de clopidogrel, c'est le plus puissant. Pradaxa aussi, c'est un antithrombotique. Les anti-inflammatoires, j'ai entendu tout à l'heure aussi, ils ont une action anti-agrégant plaquettaire. Ça a été décrit, ce médicament aussi. Donc, les antivitamines K, ils préviennent la formation et l'extension du caillot, donc c'est par voie orale. Donc, ils sont facteurs K dépendants. Quand on donne les AVK syndrome, on vise un ENR entre 2 et 3. Donc, ENR, le test du labo, on vise à avoir donc, entre 2 et 3. Quand le risque est faible, est moyen. Quand le risque est élevé chez le malade, le risque d'embole, de thrombose, il est important, les porteurs de prothèses, on vise à avoir un ENR entre 3 et 4,5. C'est pour ça qu'on demande fréquemment, donc chaque 15 jours, des fois chaque semaine, un ENR pour adapter la dose, parce que ça varie en fonction du climat, en fonction de l'alimentation, en fonction de l'état psychologique. C'est pour ça que donc, vous avez remarqué qu'on demande plusieurs fois, dans le mois, 3-4 fois un ENR pour adapter les doses, ça varie rapidement. Donc, mais si on demande un ENR, c'est pour vérifier, on cible ce chiffre, donc cette valeur. 3 et 4,5 chez le sujet à haut risque, entre 2 et 3 chez le sujet à moins risque, donc de la classification tout à l'heure. Donc, je vous ai dit que pour le syndrome, justement, si on l'arrête, il faut attendre 4 jours pour son effet disparaître. Donc, il a une action quand même prolongée. Donc, les autres aussi, ils ont une longue durée d'action, jusqu'à 4 jours pour les 3, les antivitamines K. Donc, les indications, je vous ai dit que les indications, c'est juste pour les gens qui sont intéressés. La fibrillation, c'est un trouble du rythme, c'est fréquent, toutes les cardiopathies. Et même sur le cœur sain, on a des fibrillations auriculaires. C'est un trouble du rythme fréquent. Donc, toutes les cardiopathies, à un stade avancé de leur évolution, arrivent au stade de fibrillation auriculaire. Des fois, on a des fibrillations sur le cœur sain. Et pour cela, on a un anticoagulant. Ce ne sont pas des malades cardiaques obligatoirement. Donc, on peut avoir une fibrillation sur le cœur sain, uniquement du syndrome. Il n'y a pas de prévention l'endocardite. Il n'y a pas de... Donc, les porteurs de prothèses aussi, on donne les antivitamines K. Donc, voilà, donc les porteurs de prothèses, les valvulopathies au stade de fibrillation ou bien sévère, les antécédents d'EDM, d'infarctus avec thrombus intracavitaire mural, on donne. Et vous savez que la thrombophlébite aussi, ou bien artérielle, on les met sous anticoagulants pour une certaine durée, généralement 6 à 9 mois, c'est en fonction du siège de la thrombose. Donc, quand on donne un anticoagulant, donc il faut, avant de faire, donc le malade qui est sous anticoagulant, antiagrégant plaquettaire, quand il arrive chez vous, à votre niveau, il faut donc demander les derniers résultats du labo, donc pour vérifier son hémostase. Donc le temps de céphalie kaolin, ou bien TP, ANR, le temps de saignement pour l'antiagrégant plaquettaire. Donc il faut vérifier son dernier bilan. Donc je vais vous ensuite donner comment faire par rapport aux résultats. Donc, les examens laboratoires. Sinon, vous demandez, s'il n'a pas fait ces examens depuis plus d'une semaine, il faut donc demander un ENR, un temps de saignement. Donc, temps
Tentsyphaline activée, l'héparinine en cas de traitement par héparine, on demande ça. Vous demandez TS, ça se fait au niveau des labos. Il faut qu'il soit 2 à 3 fois le témoin. Plus de 2 par rapport au témoin, donc le labo il vous répond 2, 3 fois témoin. Plus de 2, il y a moins de risque hémorragique. Donc vous pouvez faire le soin. L'ENR pour les malades sous anticoagulants et le temps de saignement pour les malades sous anti-agrégants plaquettaires. Voilà, donc, par exemple, donc les précautions, c'est le risque, vous savez, c'est le risque hémorragique. Il faut le juger avant de faire votre soin. Le jugement, donc on doit faire un équilibre entre les risques hémorragiques et les risques donc, de thrombose. Si on arrête, si on diminue, parce que des fois, on risque de perdre le malade par thrombose, c'est encore plus mortel par rapport à l'hémorragie. Par rapport au syndrome. Mais c'est pour vous, c'est vous. Donc il faut avoir en tête que les malades sous anticoagulants, c'est vrai, vous avez le droit de demander un avis de cardio. Si vous voulez, on va vous donner le schéma à faire donc, par rapport aux soins. Mais seulement, retenez uniquement ça. Si vous avez un ENR, le malade il arrive chez vous sans passer par le cardiologue, il est loin des structures de santé, de laboratoire, il arrive chez vous, il y a des fois une urgence à faire un soin. S'il a un ENR inférieur à 3, il n'y a pas de risque hémorragique. Vous pouvez faire votre soin, donc même chirurgical. Inférieur à 3. ENR inférieur à 3, ça veut dire un TP supérieur à 40. Donc le TP du malade, le taux de prothrombine supérieur à 40, il n'y a pas de risque hémorragique. C'est très faible. Donc il y a moins de 3, donc vous gardez ça. Maintenant, s'il est supérieur à 3, des fois, il faut demander un avis. Des fois, on est obligé de faire un relais par l'héparine. Ça dépend en fonction du geste à faire. Donc, chez les malades à très haut risque, les cardiaques à très haut risque, justement, la chirurgie, elle doit se faire avec un ENR inférieur à 1,5. Quand le risque, les sujets à très haut risque, plus c'est la chirurgie, on va faire la chirurgie, donc de parodontie ou bien des extractions, il faut que ça soit inférieur à 1,5. 1,5, ça veut dire que c'est un TP à 50%. Donc, les patients sous aspirine aussi, des fois on est obligé, donc il n'y a pas de grand risque. Il faut demander dans le temps de saignement. Quand ça dépasse à 3 minutes, c'est la méthode DV, si on fait une scarification au niveau de l'oreille. Et quand le temps de saignement est inférieur à 10 minutes, il n'y a pas de risque hémorragique. Mais sinon, des fois, quand on peut programmer l'intervention chirurgicale, on doit arrêter 8 jours avant et relais par un anti-inflammatoire de courte durée d'action. Donc, on fait un relais par un anti-inflammatoire qui a une action anti-agrégant plaquettaire, mais dans ces cas, on utilise un anti-inflammatoire de courte durée d'action. Seulement en cas d'urgence, malade sous anti-agrégant plaquettaire aspirine, il faut avoir des plaquettes, des lots de plaquettes à côté. Donc voilà, pour les anti-inflammatoires, ça a été dit tout à l'heure, on va apprendre. Donc les interactions, effectivement, c'est les anti-inflammatoires, les antivitamines K interfèrent avec les syndromes, les anticoagulants, la tétracycline, chloramphénicol, donc potentialise l'effet des vitamines K. Essayez d'éviter ce médicament. Je sais que vous ne l'utilisez pas, la tétracycline, en chirurgie dentaire. Généralement, c'est donc les barbituriques aussi, elles diminuent l'effet des antivitamines K, mais c'est pas à vous c'est à nous de gérer ça. Voilà, donc maintenant, par rapport aux dernières recommandations, la poursuite de l'antivitamine K pour les soins dentaires, c'est la recommandation actuelle. Il faut poursuivre et faire les soins. Poursuivre avec un ENR inférieur à 3. ENR inférieur à 3, poursuivre les soins. Le relais par l'héparine, quelques indications de chirurgie parodontale vraiment importantes. On doit faire un relais par les antivitamines K pour une couverture, ou bien quand on a beaucoup de soins à faire dans la semaine, de préférence relais héparine, et on saute l'injection de la veille. On saute l'injection de la veille, le risque hémorragique, donc en même temps l'héparine, je vous ai dit qu'elle est gérable avec la protamine. L'arrêt temporaire, elle est déconseillée. Donc les AVK, on ne doit pas les arrêter sans relais. Voilà, donc c'est la recommandation de la Société francophone de médecine bucco-dentaire, donc qui dit qu'il faut faire les soins
les extractions et les soins dentaires sous AVK. Sans modification AVK, sans modification, aucune séquelle, aucun décès observé, l'hémorragie est gérable. Par contre, quand on arrête, on peut avoir des complications mortelles telles que l'infarctus, l'AVC, l'accident embolique. Donc il ne faut pas arrêter donc, les antivitamines K et les anticoagulants. Voilà, donc je passe, ça c'est les éléments de surveillance. Je vous ai dit que nous quand on met un malade sous anticoagulant, donc par rapport à ces pathologies, donc on le donne pour ça. Anticoagulant, on donne pour fibrillation, prothèse, tout ça. Quand le malade ne revient, parce qu'on vise à avoir ça, on vise à avoir un INR entre 3 et 4,5, généralement dans les fourchettes. Donc la cible thérapeutique, elle est là. Si on veut protéger notre malade, c'est d'avoir un INR, donc sous AVK, entre 2 et 3, des fois entre 3 et 4 chez les porteurs de prothèses. Et il faut savoir que le bénéfice de l'anticoagulation, donc l'effet thérapeutique, il est proche de l'effet à risque hémorragique. Si on veut bien protéger notre malade, on risque d'avoir une hémorragie et c'est pour ça qu'on surveille. Donc l'écart entre l'effet thérapeutique et recherché et l'effet donc risque elle est étroit. Je passe, donc tout ça c'est voilà, donc il ne faut pas avoir peur, donc faire des soins, des extractions chez vos malades sous anticoagulants et avoir ça chez vous, donc dans vos cabinets, pour les utiliser. Il y a des cols biologiques, il y a du collagène, et donc, seulement avec un INR inférieur, je vous ai dit inférieur à 3. Inférieur à 3, voilà, donc les dernières recommandations, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Donc on peut faire tout, c'est la chirurgie cutanée, cataracte, rhumato, chirurgie bucco-dentaire avec sous AVK. Sous AVK, on n'arrête pas. On n'arrête pas, on les met, on vérifie juste l'INR qu'il faut qu'il soit inférieur à 3. Voilà, c'est des répétitions. Jusqu'à même à 4, il n'y a pas de risque. Donc, quand, par exemple, on fait des soins donc, pour les soins de premier degré. Donc, je passe, tout ça, c'est les associations. Voilà, des fois, on fait le relais. Donc, voilà, pour les sujets à risque hémorragique important, et des sujets où on n'a pas vraiment à réduire la dose et on veut faire le soin donc le plus rapidement possible, on va faire le relais pour une protection avec l'héparine, soit l'héparine, c'est au milieu hospitalier, c'est la calciparine, soit on peut même, donc à titre externe, c'est l'héparine bois-poids moléculaire, c'est l'Ovenox, une injection subcutanée à domicile. Donc on fait le relais, mais donc pour les porteurs de prothèses où le risque il est important, le risque de thrombose il est important, on doit faire l'héparine parce que c'est la plus efficace, c'est la plus performante. Par contre, pour les autres fibrillations, maladies thromboemboliques veineuses, etc., petite valvulopathie, on peut prendre le risque de donner juste à domicile du Lovenox. Relais à la place du Syntrom, juste le temps de faire les soins dentaires. Donc, je ne vais pas vous détailler, regardez. Donc, il y a un protocole, comment faire. Avec 4, on arrête 3 jours, on introduit l'héparine, ensuite on fait le geste. Donc, ça, c'est pour le... Donc, pour des sujets à risque hémorragique, malade sous anticoagulant, vous nous demandez des fois, quand le risque hémorragique de votre acte il est important, le risque il est important, vous nous demandez, on va vous donner la conduite, cette conduite qui est donc classique du consensus. Comment faire? On remplace, ça dépend cas par cas, des fois par héparine, des fois par l'Ovenox, héparine de bois-poids moléculaire. Donc, je ne détaille pas ça. Donc, je passe, donc c'est beaucoup pour vous. Regardez, donc c'est les recommandations dernières, 2010, qui disent qu'il faut, donc il n'y a pas de grand risque hémorragique. Donc voilà, ça a été dit, il est à noter que dans toute la littérature étudiée les dernières années, aucune séquelle, aucun décès n'ont été retrouvés dans les cas où un saignement post-op est observé chez les malades sous AVK, quand on fait la chirurgie bucco-dentaire. Donc il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu. Par contre, les complications mortelles elles sont survenues quand on arrête ou bien on diminue la dose. Donc on a plus d'accidents, quand on arrête, on diminue. Donc c'est pour ça que des fois, nous, on vous demande de faire le soin
Le malade est sous anticoagulant, il faut faire l'INR, des fois on vous dit, il est bien anticoagulé. Les cardiologues, ils vous répondent, malade bien anticoagulé. Ça veut dire que vous pouvez faire le risque, donc seulement il faut gérer l'hémorragie des fois. Donc les accidents, quand on arrête, c'est ça, c'est le syndrome coronaire aigu, ça veut dire c'est l'infarctus, c'est les AVC, c'est l'artériopathie. Donc, seulement chez ces malades qui sont sous AVK, il faut utiliser donc une anesthésie locale. Donc, ça a été dit tout à l'heure. Donc, anesthésie locale avec des aiguilles 27Z. Donc, pas d'anesthésie régionale, ça aggrave l'hémorragie et même la bactérémie. Pas de contre anesthésie générale, si vous voulez, pour les antiagrégants plaquettaires. Donc, il faut utiliser ça quand il y a une hémorragie qui survient, des cols, des sutures. Il faut des produits hémostatiques. Voilà, donc seulement quand on fait, donc vous faites un soin, extraction, chez un malade donc, qui est sous anticoagulant, antithrombotique, l'aspirine, etc., il faut remettre par écrit donc des conseils. Donc ces conseils-là, il faut les remettre donc, parce qu'après, il peut avoir une hémorragie à domicile. Donc il faut leur dire qu'il ne faut pas brosser les dents, il faut un bain de bouche qui n'est pas traumatique, il faut éviter les boissons chaudes, pas d'aliments durs. C'est une petite hémorragie, il peut faire sa compression chez lui et vous donnez votre numéro de téléphone. Il y a une hémorragie importante qui survient et on doit reprendre le malade des fois pour des gestes spécialisés. Abonnez-vous à la chaîne Post Terre Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.